Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième cours sur les applications de l'intelligence artificielle en ingénierie des sols et de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons terminer de discuter des pré-traitements des données. Plus précisément, nous allons parler des transformations de nos données brutes, puis l'étape de fractionnement des données. Lors du premier module, nous avons vu que le pré-traitement des données est la première étape de notre paradigme de modélisation. Cette étape vient avant la modélisation et le post-traitement. La semaine dernière, nous avons pu discuter de la réduction et du nettoyage des données, ces opérations pouvant être nécessaires pour rendre nos données utilisables dans la modélisation en intelligence artificielle. Pour rappel, la réduction des données peut inclure l'échantillonnage des données et des stratégies de sélection de fonctionnalités. Dans l'échantillonnage de données, nous manipulons nos données collectées pour créer une nouvelle fonctionnalité avec moins d'occurrences, ce qui se traduit par une base de données plus petite. L'exemple donné était la conversion des mesures horaires d'humidité du sol en valeurs composites quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Dans la sélection d'entités, nous utilisons l'analyse dimensionnelle pour réduire la dimensionnalité de nos entités et donc réduire le nombre d'entités d'entrée. En termes de nettoyage des données, nous avons vu la détection des valeurs aberrantes et de l'imputation des valeurs manquantes. Pour détecter les valeurs aberrantes, nous avons discuté de l'importance de comprendre nos séries de données afin de pouvoir déterminer si un point est éloigné ou est de nature significative. L'exemple donné était celui des inondations de Calgary en 2005 et 2013. Deux codes MATLAB ont été présentés pour la détection des valeurs aberrantes. Le premier étant la ISO-Outlier Function et le second étant la construction d'un boxplot. Pour l'imputation des données manquantes, nous avons discuté de plusieurs stratégies, y compris l'interpolation, la méthode de la dernière observation reportée, la méthode de la moyenne, ainsi que l'approche de la moyenne mobile pondérée. Abordons maintenant la transformation des données. Chaque fois que nous collectons nos données et que nous sélectionnons des fonctionnalités critiques pour notre étude, il est fréquent que l'échelle des fonctionnalités soit différente. Prenons un exemple lié au domaine de l'ingénierie structurelle comme les essais de charge. Si on applique une charge importante sur du béton à haute résistance, la déformation dans les trois dimensions peut être très petite, de l'ordre de quelques millimètres. En revanche, la charge peut être de l'ordre de mégapascales. Ces deux types de données ont des ordres de grandeur très différentes. Si les données varient sur plusieurs ordres de grandeur, il peut être nécessaire de transformer les données en les normalisant afin qu'elles soient utilisables dans les modèles d'intelligence artificielle. Chaque fois qu'il y a une telle variation dans l'ampleur de la lecture, le modèle peut avoir du mal à gérer cette entrée. Il a souvent tendance à montrer un biais pour les valeurs numériques plus grandes. La normalisation des données peut être nécessaire dans certains cas. Si au départ vous n'obtenez pas de bons résultats en utilisant les données d'origine, il peut être intéressant pour le modélisateur d'essayer de normaliser les données pour voir si cela améliore la prédiction. Si nous avons un bon résultat sans normaliser les données, pas besoin de normalisation. Comme on le voit sur la diapositive, la nécessité de normaliser les données dépend fortement du type de données, de la taille et de la nature de notre ensemble. On retrouve comme avantage à la normalisation l'obtention d'une plage de nombres mis à l'échelle plus significative à utiliser. Cela signifie que si nous normalisons entre 0 et 1, nous savons qu'une valeur de 1 est très élevée sur notre échelle. Si nos données brutes ont des valeurs de 1000, nous ne savons peut-être pas ce que cela signifie. Est-ce une valeur élevée pour cette fonctionnalité ou est-ce une valeur régulière? La transformation peut réorganiser les données de sorte que nous ayons une distribution plus régulière. Il est possible de transformer notre distribution de données afin qu'elle puisse avoir une moyenne de 0 par exemple, ce qui peut nous être bénéfique. La transformation peut améliorer l'exactitude des calculs ultérieurs dans notre modèle. Enfin, cela peut augmenter l'importance des fonctionnalités les plus importantes dans un ensemble de données non distribuées normalement. Dans ce cas, si nous avons des valeurs extrêmes significatives, elles peuvent être considérées différemment par le modèle. Par exemple, il peut y avoir plus d'importance attribuée à une valeur de 1 million qu'à une valeur de 2e-4, mais les deux sont significatives dans notre étude. Par conséquent, grâce à la transformation, nous assurons que le modèle prend en compte l'importance des deux entrées. Bien que la normalisation des données présente plusieurs avantages, son utilisation dans la modélisation présente également quelques inconvénients. Premièrement, la normalisation des données peut créer une tâche additionnelle.
Si vous disposez de quantités importantes de données et de fonctionnalités, cela peut prendre beaucoup de temps. Cela peut ajouter un travail important à votre projet par rapport au cas où la normalisation n'était pas nécessaire. De plus, si nous normalisons les données à saisir dans le modèle, nous devons dénormaliser ça par après. Le modèle affichera sa prédiction dans les unités ou l'échelle des données normalisées. Mais à la fin, nous ou notre client sommes intéressés par les vraies valeurs des données. Si vous avez de l'expérience et des connaissances dans le domaine et que vous comprenez la signification physique de chaque valeur des paramètres d'entrée, la normalisation de l'ensemble de données entre les intervalles de 0 à 1 peut parfois rendre la compréhension plus difficile. Par exemple, si la température était l'une des variables pour prédire l'humidité du sol et que nous l'avons normalisée, qu'est-ce que ça veut dire une température normalisée de 0,6? Enfin, comme nous avons tendance à normaliser et à mettre à l'échelle nos données sur une plage très limitée, les valeurs aberrantes des données auront tendance à être concentrées aux limites de la plage. Pour ces raisons, il est vraiment important en tant que modélisateur et ingénieur de décider si nous avons besoin d'une normalisation pour obtenir un bon résultat. Lors de la normalisation, nous transformons les données brutes d'origine et leur unité mesurée en un nouvel intervalle. On peut choisir cet intervalle. Nous sommes libres de définir n'importe quel intervalle et de transformer les données de telle sorte que tous les points tombent dans cette plage spécifique. Voici un exemple de normalisation présenté en vidéo. Dans cet exemple, c'est la normalisation Z-score qui est utilisée. Il existe différents types dont nous parlerons plus tard. Il est important de comprendre ici qu'en utilisant la moyenne et la variance, nous sommes en mesure de normaliser les données de sorte que la moyenne soit nulle. La seconde moitié de la vidéo montre la puissance de la normalisation lorsqu'on considère une fonction de coût. Lorsque les données de la fonction de coût non normalisée étaient utilisées, elles étaient très dispersées et les différences dans les fonctionnalités étaient difficiles à cerner. Mais, une fois la normalisation appliquée, la distribution de la fonction de coût était plus symétrique et il était beaucoup plus facile de l'utiliser pour résoudre le minima. Retenons donc que grâce à la normalisation, nous obtenons une échelle de valeurs numériques sans déformer les différences entre nos données. La normalisation sert donc à ce que le modèle considère chaque entrée de la même manière. Mais nous devons nous assurer de ne pas déformer les données, car les différences de valeurs sont importantes pour nous. Les différences représentent des relations ou des phénomènes importants qui se produisent dans notre projet. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ou de déformer cette information. Certaines des plages les plus courantes qui sont traditionnellement utilisées en modélisation d'intelligence artificielle sont 0,2 à 0,8, 0 à 1 ou -1 à 1. Cependant, il est possible de mettre n'importe quelle plage que vous souhaitez, en particulier si la littérature suggère que votre modélisation fonctionnera mieux avec des données mises à l'échelle sur cette plage. De cette façon, le modèle ne pondérera pas de manière disproportionnée les valeurs les plus élevées et n'écartera pas les valeurs numériques les plus petites. Rappelons que certains ensembles de données ne nécessitent pas de normalisation. Si toutes nos fonctionnalités ou entrées sont sur des plages assez petites, il n'est pas nécessaire de normaliser les données. Par exemple, si nous modélisons la qualité du sol et que nous avons des précipitations de 10 mm, des températures de 15 degrés et un taux d'azote à 25 mg par kilo, il n'est pas nécessaire de normaliser ces données. Tous ces chiffres sont assez proches. Même si nous avions une période sèche et que nos précipitations étaient de 0,5 mm, il n'y a toujours pas suffisamment de gamme de données pour nécessiter une normalisation. On peut vouloir normaliser les données pour améliorer la comparaison entre les valeurs. Par exemple, si nous avons normalisé toutes nos entités en utilisant la plage 0,2 à 0,8, nous savons que le 0,8 est le maximum et que le 0,2 est le minimum. Par conséquent, les valeurs proches de ces points indiquent des extrêmes dans les données et dans les fonctionnalités. Dans les données non normalisées, une caractérisation pourrait avoir une valeur de 10 et l'autre de 3e-5. On est d'accord pour dire que c'est moins facile de comparer ces valeurs. On ne sait pas si cela représente une valeur faible ou élevée pour cette fonctionnalité. La normalisation ici prend tout son sens. Il se peut que dans certains algorithmes et outils que nous allons utiliser, les fonctions objectives ne fonctionnent pas correctement. Si les données ne sont pas normalisées, une valeur de 0 comme entrée peut empêcher certains algorithmes de prédire une valeur de sortie. C'est pour cela que si nos ensembles de données contiennent des valeurs de 0, il est souvent nécessaire de mettre les données à l'échelle dans une plage qui ne contient pas de 0. Enfin, en termes de transformation de données, il peut être possible de créer des fonctionnalités plus complètes qui peuvent améliorer les performances du modèle par rapport à l'utilisation des fonctionnalités d'entrée de données d'origine.
Il existe de nombreuses techniques de normalisation à notre disposition. Nous allons aborder la normalisation min-max, la normalisation du score Z, la normalisation du journal et la mise à l'échelle décimale. Voici l'équation de la normalisation min-max. On peut voir l'importance d'effectuer une analyse statistique récapitulative dont nous avons discuté lors du premier cours. Les points minimum et maximum de l'ensemble de données sont utilisés dans la normalisation des données. Avec la normalisation min-max, la valeur minimale des données est transférée en une valeur de 0. La valeur maximale de l'ensemble de données est transformée en une valeur numérique de 1. Le numérateur et le dénominateur sont donc tous deux identiques. Toutes les autres valeurs de notre ensemble de données seront transformées en une valeur numérique comprise entre 0 et 1. Si nous voulons transformer l'ensemble de données en un intervalle différent, nous pouvons modifier la formule de normalisation min-max pour arriver à notre échelle spécifique. Si nous choisissons un intervalle CD, avec C étant la borne inférieure et D étant la borne supérieure, nous pouvons prendre l'équation de normalisation min-max et la multiplier par D moins C, puis ajouter C. Cela mettra à l'échelle les données dans notre plage spécifique. Vous avez ici un exemple d'application de la technique de normalisation min-max. Supposons que nous ayons recueilli des données sur la pollution de l'air et que nous ayons déterminé que la valeur minimale et maximale d'un type de contaminant soit de 15 et 215 microgrammes par mètre cube. On peut maintenant normaliser nos données. Vous avez un exemple décrit ici pour 3 types de plages. Si votre premier point est de 114 microgrammes par mètre cube, il suffit d'appliquer la formule. Il est important de noter que pour les entiers négatifs, vous devez faire attention aux signes. Vous pouvez utiliser Excel et ses fonctions intégrées pour calculer cette normalisation. Voici un exemple d'une feuille Excel avec 4 entrées et une sortie. Pour effectuer une normalisation min-max, nous prenons notre cellule donnée, dans ce cas A3, et nous soustrayons ensuite la valeur minimale. Les valeurs minimum et maximum sont pour chaque fonctionnalité spécifique, et par conséquent, nous pouvons utiliser la fonction intégrée min, puis sélectionner la colonne entière comme entrée. Cela renverra la valeur minimale pour l'entrée de la fonction 1. La même chose est vraie pour déterminer la valeur maximale. Si nous devons maintenant passer à la normalisation de la colonne B, les valeurs minimales et maximales seront prises en utilisant la plage de la colonne B comme valeur d'entrée. Nous pouvons voir ici la différence entre la normalisation des données de l'entrée 1 et de l'entrée 2. Voici un exemple de normalisation avec Excel pour la transformation de nos données sur une plage de 0,2 à 0,8. Nous utilisons des fonctions intégrées d'Excel pour déterminer les valeurs min et max de chaque fonctionnalité, comme vu précédemment. Et ensuite, nous multiplions ce résultat entier avec D et C, dans ce cas-ci 0,8 et moins 0,2, puis nous ajoutons C à ce résultat, soit 0,2. Faites attention à l'ordre des opérations et utilisez des parenthèses. Prenez bien la bonne colonne dans vos min et vos max comme c'est indiqué ici. Ici, nous pouvons voir un exemple de normalisation sur une plage de moins 1 à 1. Par conséquent, pour notre équation de normalisation, la valeur de C sera moins 1 et la valeur de D sera 1. Voici un graphique qui représente nos données sans normalisation. Ces données sont plutôt regroupées et sont difficiles à distinguer. Par exemple, les données représentées par l'entrée 2 sont très groupées et il n'est pas possible de comprendre la distribution et le modèle de ces données. Cela est dû à la différence de grandeur de la valeur numérique des entités. L'entrée 2 est principalement concentrée près d'une valeur de 0, tandis que les valeurs numériques de l'entrée 1 sont toutes supérieures à 600. Si nous nous concentrons sur les valeurs de l'entrée 2, on remarque qu'elles sont dispersées et démontrent un type de motif symétrique. Il était impossible de remarquer cela lorsqu'elles étaient présentées avec l'entrée 1. Voici un bon exemple de situation où une normalisation doit être effectuée. Il n'est pas facile de comparer les valeurs de chaque entité dans leur état d'origine et notre modèle pourrait avoir des difficultés à gérer une telle entrée. Voici les résultats de la normalisation min-max de l'entrée 1 et de l'entrée 2. Comme vous pouvez le voir maintenant, toutes les valeurs sont tracées entre 0 et 1. La distribution est beaucoup plus étalée, plus facile à comparer et à comprendre qu'à l'origine. On peut remarquer qu'il existe des données substantielles aux valeurs minimales et maximales, ce qui signifie que de nombreux points de données pourraient avoir une valeur de 0. Si nous pouvons constater que notre modèle d'intelligence artificielle est sensible à une valeur de 0 en tant que caractéristique d'entrée, nous pourrions vouloir normaliser les données sur un autre intervalle. Voici la normalisation des données sur une plage de 0,2 à 0,8 pour l'entrée 1 et l'entrée 2. On peut voir que les données semblent plus groupées par rapport au premier cas. C'est normal, elles sont sur une plage plus étroite.
Ici encore, on comprend mieux la distribution de l'entrée 1 et de l'entrée 2 que dans le cas des données d'origine. La normalisation de ces fonctionnalités leur permettra d'être considérées de manière égale par le modèle d'intelligence artificielle. Enfin, à titre d'exemple, voici la normalisation de l'entrée 1 et de l'entrée 2 en utilisant la plage de -1 à 1. Voici un exercice pour vous. Vous pouvez ouvrir le fichier Excel. Il est possible d'effectuer une normalisation des données dans l'environnement MATLAB. Allez sur le site de cours module 3 pour télécharger le fichier MATLAB normalisation.m et le fichier Excel data2.txt. Vous allez apprendre à utiliser MATLAB pour la normalisation. Dans le fichier data2.txt se trouvent les données d'origine de notre précédent exemple. Il y a 4 colonnes de données d'entrée et une colonne de données de sortie. Dans notre modèle d'intelligence artificielle, nous tenterons de déterminer les relations entre ces 4 variables et la sortie attendue, de manière à pouvoir prédire les cas futurs avec de nouvelles conditions. Pour votre utilisation personnelle dans le projet de cours, vous pouvez simplement copier vos nouvelles données dans le fichier texte qui s'appelle data2 afin que le programme puisse le lire et le normaliser. Vous pouvez également créer un nouveau fichier texte avec un nom différent et modifier le code MATLAB pour lire ce fichier. Donc dans le code MATLAB, vous allez modifier le nom du fichier d'entrée. Voici le code fichier normalisation.m. L'endroit où le code apparaît est appelé l'écran éditeur. Au bas de l'écran, sous la partie d'édition, se trouve la fenêtre de commande. Pour exécuter un code MATLAB, vous devez cliquer sur le bouton d'exécution Run en haut à droite de l'écran. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton d'exécution, le programme commence à tourner. Avant d'exécuter le programme, il est important de sauvegarder le fichier d'entrée de données. Si vous apportez des modifications et que vous ne l'avez pas enregistré, le programme s'exécutera en fonction du dernier fichier enregistré. Vous voyez sur le côté gauche de l'environnement MATLAB votre dossier actuel. Vous devez sélectionner le dossier de votre ordinateur où le fichier MATLAB et le fichier texte est sauvegardé. L'environnement MATLAB doit pouvoir trouver ces fichiers sur votre ordinateur pour pouvoir les utiliser à chaque fois qu'il exécute le code. Regardons ensemble le code MATLAB. La première chose que le code effectue est d'effacer et de fermer toutes les variables ou les figures précédentes. Cela réinitialise votre MATLAB afin qu'il soit prêt à exécuter le nouveau code. Ensuite, notre programme lit les données et les stocke dans une variable X. Le programme ouvre ensuite une fenêtre pour l'utilisateur pour demander comment nous voulons mettre à l'échelle nos données. On y écrit la limite minimale pour la transformation et ensuite la maximale. On voit ensuite qu'il demande la valeur maximale. Dans cet exemple, c'est 0,8. Une fois le code exécuté, vous pouvez voir sur le côté droit de votre écran qu'il existe une fenêtre appelée Espace de travail. Dans l'espace de travail, vous pouvez vérifier la valeur de toutes les variables de votre code. Cela peut être très utile pour vérifier que les informations sont lues et stockées dans les bonnes variables. Par exemple, la variable A contient la limite minimale que nous saisissons, et vous pouvez voir que sa valeur est indiquée comme 0,2. La variable de la valeur B est la limite supérieure, et nous pouvons voir que sa valeur est de 0,8. Les variables i et j représentent le nombre de lignes et de colonnes dans le fichier d'entrée, et maxx et minx sont les valeurs minimales et maximales de chaque colonne ou entité d'entrée. La variable xn est l'endroit où les données normalisées seront sauvegardées à la fin du programme. Si vous double-cliquez sur xn, vous pouvez faire apparaître une fenêtre qui vous montrera le résultat de la normalisation. Toutes les fonctionnalités ont été normalisées. Il vous est maintenant possible d'exporter cette table ou de la copier et coller dans une feuille Excel pour une utilisation future. Il est possible de visualiser les valeurs de toutes les variables de l'espace de travail de la même manière en double-cliquant dessus. Regardons les données. Toutes les valeurs sont comprises entre 0,2 et 0,8. Ce résultat a du sens car c'est l'intervalle que nous avons défini. De plus, les résultats sont présentés dans le même ordre qu'ils ont été saisis afin qu'il n'y ait aucune confusion concernant quelle colonne est associée à quelle fonctionnalité. Une deuxième méthode de normalisation est le z-score. En normalisant par le score z, nous transformons les données pour avoir une valeur moyenne de 0 et un écart type de 1. À partir de l'équation montrée sur la diapositive, vous pouvez voir que la valeur moyenne est soustraite du point donné pour la convertir en une moyenne de 0. On divise ensuite par l'écart type. De cette façon, nous transformons les données pour avoir un écart type de 1.
Comme il s'agit d'une interprétation de formule, il n'y a pas de limite définie pour la normalisation du score Z et les valeurs peuvent être positives ou négatives. Si le point de données d'origine est inférieur à la moyenne, le résultat est négatif. De plus, si les données sont très variables au départ avec un grand écart type, les données normalisées seront toutes proches de 0 car nous divisons par une grande valeur. Avec cette méthode, il n'est pas garanti de normaliser nos données dans une plage de données. Par conséquent, toutes les fonctionnalités n'auront pas exactement la même échelle, mais cela peut souvent être utile dans notre application. Si vous ouvrez le fichier Excel normalization.xls qui est affiché sur le site de cours du module 3, vous pouvez voir un exemple de l'application du Z-score à la normalisation des données. Sur cette diapositive, vous pouvez voir le jeu de données que nous allons utiliser. Il y a 4 variables d'entrée et une variable de sortie. Afin de normaliser les données avec le Z-score, nous devons soustraire la moyenne de l'entité du point de données et la diviser par son écart type. Comme nous l'avons vu dans le deuxième module, Excel a des fonctions intégrées pour déterminer la moyenne et l'écart type. Vous avez la ligne de calcul pour le faire dans Excel. Pour la première variable, l'entrée 1 se trouve dans la colonne A. Nous calculons la moyenne de la variable à l'aide de la fonction Excel moyenne sur tous les points de données. Nous soustrayons ensuite ces valeurs pour chaque point de données, puis nous y divisons par l'écart type. L'écart type peut être déterminé à l'aide de la fonction stdev.p. Selon la variable qu'on souhaite normaliser avec le Z-score, il faut prendre la bonne colonne dans la formule. Nous pouvons ici voir une figure de la distribution des données pour l'entrée 1 et l'entrée 2. Rappelez-vous du graphique d'origine, il n'était pas possible d'observer la variation de B. Ici, nous sommes en mesure d'observer la distribution des deux variables d'une manière beaucoup plus claire. Une troisième approche pour normaliser les données consiste à utiliser la normalisation logarithmique. L'approche logarithmique est particulièrement utile pour les données qui varient sur plusieurs ordres de grandeur. En effet, lorsque nous traçons des données sur un graphique logarithmique, il y a des valeurs petites et très grandes. La forme générale de l'équation de normalisation est présentée ici à partir d'une base logarithmique b de x. Dans notre application, l'approche la plus fondamentale consiste à prendre a égale à 1, puis à utiliser un logarithme à base 10. Cependant, selon la nature de vos données, il peut être avantageux dans certains cas d'utiliser la base exponentielle, par exemple, et de prendre le logarithme naturel. Reprenons notre exemple Excel. Si nous voulons normaliser la première valeur d'entrée, nous pouvons utiliser la fonction Excel intégrée log10 pour trouver le logarithme en base 10 du nombre. C'est l'approche la plus simple. Voici les résultats de la normalisation. Nous pouvons remarquer que nous appliquons la fonction de normalisation à chaque cellule individuellement, comme le montre la formule de la colonne A et B. Si nous traçons les résultats de la normalisation logarithmique, nous obtenons ce graphique. Nous pouvons voir que les données sont plus dispersées et plus faciles à lire que les données d'origine. Cependant, lorsque nous comparons aux résultats de la normalisation du score min, max et z, nous pouvons voir que ces données ne sont peut-être pas les mieux représentées avec cette normalisation. La dernière approche de la normalisation que nous souhaitons vous présenter est la mise à l'échelle décimale. Avec cette approche, nous appliquons simplement une fonction pour déplacer la position du point décimal dans la valeur de l'entité. La formule pour transformer les données est donnée par x divisé par 10 à la puissance j. La valeur de j est donnée par le plus petit entier, de sorte que la valeur absolue des données normalisées soit inférieure à 1 ou de nature décimale. Dans ce cas, la valeur de j correspond au nombre de chiffres que possède votre valeur. Lorsque nous effectuons une mise à l'échelle décimale, le nombre de positions de déplacement du point décimal dépend de la valeur absolue maximale de nos données observées. Ce critère est utilisé pour déterminer à quel point nous mettons à l'échelle notre jeu de données. Voyons un exemple de la mise à l'échelle décimale. Si nous avons une série de données qui va de moins 986 à 917, la valeur absolue maximale de notre série est 986. Ce point contient 3 chiffres et nous devons donc considérer la valeur de j comme étant 3. Par conséquent, lorsque nous mettons à l'échelle, nous diviserons les points de données par 10 à la puissance de 3. Il est important de prendre en compte que chaque fois que nous choisissons d'utiliser des données normalisées, les résultats de sortie prévus ou simulés seront également à l'échelle des données normalisées. Afin de comprendre la signification physique de la sortie prévue, nous devons la ramener à l'échelle ou au format d'origine. En d'autres termes, nous devons dénormaliser le résultat.
Si nous prédisons par exemple des températures quotidiennes pour la croissance des cultures et que notre production prévue à partir d'un modèle d'intelligence artificielle est de 0,6, ce nombre ne nous donne pas une signification physique de ce que nous essayons de modéliser. Nous devons le dénormaliser. Après la dénormalisation, la valeur réelle, 20 degrés Celsius par exemple, nous permettra d'interpréter les résultats et de prendre des décisions logiques. Les formules inverses pour la normalisation min-max et le score Z sont présentées ici. Prenons notre fichier d'exemple. Comme nous l'avons vu, il existe plusieurs techniques à notre disposition pour transformer et normaliser les données. Vous pourriez vous demander comment sélectionner la meilleure approche. Voici quelques conseils pour la sélection d'une technique de transformation. Si la plage de données est très large, par exemple allant de 100 à 120 millions, la normalisation logarithmique pourrait être le meilleur choix. Si nos données sont connues pour suivre une distribution normale, ce qui signifie que l'incertitude est faible, la normalisation du score Z pourrait être la meilleure option. Dans d'autres cas, lorsque notre incertitude est élevée, il est peut-être avantageux d'utiliser la normalisation min-max sur une plage de 0 à 1 ou encore de 0,2 à 0,8 ou de -1 à 1.